qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis j'ai lu tel livre? En fait, Proust and the Squid de Mariana Wolf, c'est le livre qui m'a apporté la réponse à cette question, une réponse totalement différente qui aujourd'hui me permet de lire facilement entre 4 et 5 livres par semaine en à peu près 1 heure de lecture par jour. Et je m'en vante pas, en fait, tout simplement parce que Mariana Wolf, c'est une neuroscientifique américaine qui vous explique la science de la lecture et qui, en apportant une réponse beaucoup plus intelligente et beaucoup plus intéressante à cette question, m'a permis de lire 3 à 4 fois plus en retenant et en comprenant toujours beaucoup mieux que ce que je ne faisais avant. Donc reprenons la question. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu as lu, je sais pas moi, le Comte de Monte Cristo par exemple? Est-ce que ça veut dire que tu as lu de la première syllabe à la dernière syllabe? Probablement. Quelqu'un qui lit de la première à la dernière syllabe, on pourrait dire qu'il a lu tout le livre. Effectivement, mais si on suit ce raisonnement, est-ce que si à un moment, dans les 1600 pages du Comte de Monte Cristo, vous avez sauté un petit passage chiant où vous trouvez que c'est un peu long, mettons d'une trentaine de lignes, est-ce que cette personne-là qui a lu la totalité du livre, mais pas cette trentaine de lignes ou cette vingtaine de lignes, est-ce qu'on peut dire qu'il a vraiment lu le Comte de Monte Cristo? Bon, en vrai, vous comme moi, je suis pas trop difficile, je vous dirais oui. Mais la question se pose désormais. Est-ce qu'il y a une limite, un petit peu, dans la définition de « ok, t'as lu ce livre » à ce nombre de lignes, ce nombre de pages qu'il faut avoir lu ou ne pas avoir lu pour vraiment dire « bah oui, j'ai lu ou j'ai pas lu ce livre ». Et là, d'un seul coup, de manière très intéressante, on se rend compte que on saurait pas vraiment dire « ok, non, en fait, c'est si tu dépasses 10% du livre que tu n'as pas lu, alors tu n'as pas lu ce livre ». Et ce qui est très intéressant, c'est qu'une fois qu'on a compris que la dimension, enfin j'ai lu ce livre, n'est pas une dimension quantitative, statistique, mais bien plus une dimension autre, alors on met le doigt sur quelque chose que moi j'ai développé comme étant le concept de lecture intelligente, pas de la lecture rapide, vous inquiétez pas, je vais pas vous berner avec ce qui scientifiquement a été montré qu'avait des limites, la lecture rapide fonctionne mais dans une certaine limite, et précisément c'est ce que nous dit Mariana Wolf dedans. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, dire j'ai lu un livre, c'est beaucoup plus une affaire de qu'est-ce que tu voulais faire de cette lecture? Et moi, c'est la question que je pose à chaque fois à tous les gens qui viennent me voir pour prendre des cours, etc. C'est de se dire, ok, c'est quoi en fait ton objectif? Pourquoi est-ce que tu as choisi de lire Le Comte de Monte Cristo? Est-ce que, d'une certaine manière, tu pourras dire j'ai lu ce livre quand, par rapport à l'objectif de lecture que tu t'étais donné, tu as, d'une certaine manière, réussi à répondre à cet objectif. Cet objectif n'est évidemment pas une logique uniquement de connaissance. Enfin, je veux dire, ce que je vais dire s'applique beaucoup mieux à des essais qui ne sont pas linéaires dans leur construction, là où une histoire comme Le Comte de Monte Cristo, évidemment, ce serait difficile de lire quelques bribes, quelques chapitres pour avoir la structure du récit, évidemment. Mais si je pousse la question, l'idée c'est de se dire, typiquement, quand vous lisez une histoire de France, si effectivement votre objectif de lecture, ce qui vous intéresse, c'est de connaître la totalité de l'histoire de France, peut-être que oui, dire j'ai lu ce livre, ça voudra dire ok, vous avez lu de la première à la dernière page. Le truc, c'est que très souvent, ce n'est pas un bon objectif de lecture, en lecture intelligente, et c'est ce que nous décrit en tout cas la neuroscientifique, c'est que si vous n'avez pas un objectif qui est relativement précis, ou qui a une certaine utilité, parce que lire la totalité de l'histoire de France, certes ça peut vous apporter quelque chose, mais ça ne veut pas dire grand-chose en soi, et surtout votre esprit, votre mémoire n'en est pas vraiment capable, il faut l'accepter, et d'un seul coup on se rend compte qu'il y a une dimension extrêmement contre-intuitive. Si on change notre définition et notre objectif de lecture, alors on peut effectivement, la neuroscience le montre, retenir et tirer même beaucoup plus de plaisir en lisant, en fait, beaucoup moins, mais en ne lisant précisément que ce qui nous intéresse comme contenu par rapport à notre objectif. Il y a à peu près 2 ans et demi, quand j'ai commencé à faire ce travail de synthèse de la littérature scientifique autour de la lecture et de l'apprentissage et de la prise de notes, quand j'ai compris ça, quand j'ai compris cette logique, quand on change ce cadre conceptuel de la lecture, on voit à quel point on peut être monstrueusement plus efficace, monstrueusement plus heureux avec un livre quand on acte et quand on vit ce changement conceptuel. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est que dorénavant, le processus n'est plus statistique, le processus de lecture n'est plus statistique, on ne se dit pas « oh là là, j'ai lu 300 pages en 10 minutes », qui ça sont des dimensions qui n'ont pas vraiment d'intérêt, parce qu'effectivement, toutes les critiques qui ont été faites aux vendeurs de lecteurs rapides, c'est cette dimension, oui, mais pourquoi est-ce qu'on est dans la performance alors que la logique de lecture, ça peut être du plaisir? Mais précisément par ce qui a été lancé, enfin je trouve en tout cas, et précurseur chez Marianne Wolf, c'est cette logique de la lecture comme étant dialectique, c'est-à-dire fondamentalement tournée autour de qu'est-ce que vous voulez en faire. Et ce que moi je développe dans mes cours, ce que vous pouvez voir dans les cours du tremplin, dans ma newsletter, etc., c'est toujours autour de cette relation bilatérale, à l'inverse d'une relation unilatérale où avant on voyait le livre comme un objet de consommation, comme un film Netflix où vous allez vous dire « oh là là, est-ce que je suis allé au bout et donc est-ce que je peux comprendre la suite? Oh là là, ça va me prendre 1h30 pour me taper cet épisode, etc. » Là, on est strictement dans une logique dialectique qui va poser un dialogue, une interrogation entre le livre et vous, ce que vous voulez en faire. Et ce que vous voulez en faire,
calmez-vous, c'est pas uniquement quelque chose de l'affaire de la connaissance. Précisément, ce que je fais dans mes cours, c'est qu'on va voir que l'objectif de lecture que vous allez vous donner, qui peut être un objectif uniquement de plaisir, d'immersion par exemple, si vous lisez du Proust, peut être totalement différent d'une lecture typiquement sur une histoire de France de Jacques Bainville ou de je ne sais qui, où là peut-être que vous allez avoir à la fois un mix d'immersion parce que vous avez envie de vous plonger dans la narration, etc., et en même temps une logique de connaissance parce que vous voulez mieux comprendre un petit peu cette phase de transition entre l'Ancien Régime et la Révolution française, puis après la Terreur et je ne sais quoi, eh bien, vous voyez que vous commencez à pondérer parfois entre une immersion et de la connaissance. Parfois, ce sera strictement une lecture de l'histoire de France juste dans un objectif de connaissance. Et là n'est pas le problème. Si vous trouvez que l'auteur est écrit comme un pied et que finalement il est incapable d'écrire des phrases assez jolies, etc., mais que par contre c'est un génie en termes de connaissances, de détails, etc., peut-être que vous serez d'autant plus penché à ne pas avoir de plaisir de lecture axé sur la sonorité, le vocabulaire, l'immersion ou l'imagination, mais d'autant plus sur la connaissance. Ce que je veux dire, c'est que tous ces objectifs, à partir du moment où ils sont des objectifs, ils sont différents et appellent précisément du fait qu'on soit dans une lecture dite intelligente, ce sur quoi je travaille depuis plusieurs années, appellent une lecture différente. Un objectif, une lecture. On rentre dans un processus dit dialectique. Une fois qu'on a fait ça, ce qui est très intéressant, c'est qu'on comprend ce que j'entends et je ne veux pas... Enfin, ce qui est difficile, c'est que sur le YouTube français et même mondial du développement personnel, dire « Ah oui, mais je lis, je sais pas, 150, 200, 250 livres par an », tout de suite, c'est un petit peu, je me vante et voilà, je suis plus intelligent, je m'en contrefous. Et c'est pas quelque chose que j'essaye de dire à chaque fois. C'est simplement, pourquoi est-ce qu'on est dans cette logique quantitativiste? Ça nous intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est pas de me dire « Oh là là, j'ai fait ça, et oui, effectivement, je peux vous mentir en vous disant que j'ai lu ce livre ». Non, c'est de me dire, par rapport à l'objectif de lecture que je m'étais fixé, eh ben, j'ai réussi à remplir cet objectif, et précisément parce que cet objectif est peut-être plus petit que juste me dire « Ah bah j'ai lu de la première page à la dernière page, donc je pourrais dire que j'ai lu ce livre », eh ben, de cette manière-là, j'ai une lecture qui est intrinsèquement active, intelligente. Je vais pouvoir appliquer une stratégie, c'est-à-dire un ensemble de tactiques, un ensemble de méthodes, d'outils que je partage dans mes formations, dans mes vidéos ou dans mes cours. Et bien, précisément, ces outils-là vont pouvoir être utilisés pour naviguer plus intelligemment dans le livre, pour répondre à mon objectif, que ce soit un objectif de plaisir, de connaissance, etc. Et précisément, on rentre dans une logique où un livre n'est plus un objet de consommation, mais un objet de dialogue, un objet de rencontre. Et précisément, on va sortir de ce cadre statistique un petit peu triste de la connaissance dite cumulative et beaucoup plus dans un aspect de connaissance, de mémorisation et surtout d'amour avec le livre, beaucoup plus axé sur le qualitatif. Je voulais absolument vous partager cette espèce de révolution copernicienne que j'ai eue il y a quelques années quand j'ai commencé à étudier de mon côté tout ce qui est sciences de la lecture, sciences de l'apprentissage, sciences de la mémoire, pour vous partager à quel point cette conception du livre et du j'ai lu un livre, ce que moi j'ai appelé longtemps dans mes vidéos le mythe du livre lu, qu'est-ce que ça veut dire j'ai lu ce livre? Et bien précisément, une fois qu'elle est déjà vraiment comprise et une fois qu'elle est actée à chaque fois que vous allez prendre un livre et que vous allez vous dire ok, pourquoi est-ce que j'ai pris ce livre? Vous n'avez pas besoin d'avoir un objectif très précis, très fort, super bien détaillé, mais c'est de se dire ok, bah quand je lis ça, c'est vrai que c'est un petit peu plus pour faire ça. Par contre, quand je lis ça, c'est vrai que c'est un petit peu plus différent. Et vous le faites peut-être très inconsciemment. Quand vous lisez le journal, l'actualité, quand vous regardez le JT de 20h, vous dites ok, bah quand il me parle de ça, ça m'intéresse moins. Par contre, ah oui, là, sur ça, je veux absolument savoir. Ça en dit long sur qui vous êtes en tant que lecteur. Et se connaître en tant que lecteur, arriver à se poser comme étant un être sachant qui est face à une base de connaissances, c'est quelque chose qui est absolument développé dans Proust and the Squid de manière beaucoup plus scientifique que moi, avec toute une conception chez des grands lecteurs de qu'est-ce que c'est que lire un livre et de savoir qu'une fois qu'on a défini un objectif de lecture, on est par définition beaucoup plus actif dans notre lecture et que donc on peut effectivement lire beaucoup plus rapidement, apprendre beaucoup plus rapidement, tirer encore plus de plaisir parce qu'on sait ce qui nous apporte du plaisir dans ce livre. Et donc précisément, l'acte de lecture devient beaucoup plus une seconde vie intellectuelle en vous. Et c'est là que la lecture devient beaucoup plus efficace, beaucoup plus plaisante. Et c'est ce qui fait que je vais vous montrer des photos un petit peu de moi, ce qui se passe strictement tous les soirs. J'ai mon rituel, c'est 1 heure sur mon bureau, posé dans un silence de plomb, face à un livre où je détermine ce que j'ai envie d'en tirer et où, parfois en 1 heure, parfois en 1 heure et demie, parfois en 45 minutes, je prends cette quantité de connaissances, parfois c'est sur plusieurs jours si c'est un gros livre, et où je me dis, par rapport à cet objectif que je définis, est-ce que j'ai réussi à l'atteindre? Et avec les années, avec les outils que j'ai développés, eh bien ça me permet de le faire, et c'est ce qui me permet aujourd'hui de dire fièrement, sans vouloir je trouve ça bête de s'en vanter, parce que ça n'a aucun intérêt de le faire, mais c'est simplement le fait de se dire, bah oui, voilà, enfin je veux dire, quand j'ai lu, je sais pas moi, typiquement je vous prends celui sur lequel j'étais,
typiquement avec les anciens marque-pages script permanent, pour vous dire où j'en étais. Géométrie du désir de René Girard, tout simplement, voilà, je voulais avoir une meilleure compréhension du désir mimétique, et je voulais pouvoir m'expliquer et vulgariser en 5 minutes ce que Girard appelle la triangularisation du désir, et pourquoi est-ce qu'il en crée une géométrie. Eh ben, si en 1 heure j'ai réussi à balayer à l'intérieur de ce livre en naviguant dans le sommaire, en sautant les passages qui ne parlent pas de ces éléments-là, et que je me suis concentré sur les paragraphes qui parlent le plus précisément de cet objectif de lecture, bah en fait, hier, en 45 minutes, je pouvais très facilement, et je l'ai fait ensuite à la fin de ma lecture, je me suis expliqué ce que c'était cette triangularisation du désir avec les concepts girardiens, et expliquer ce qu'est cette géométrie dont parle Girard. Et c'est tout simple, et j'en ai tiré, enfin voilà, je vous le dis, enfin, c'est encore un kiff, vous voyez, de pouvoir le ressortir, et c'est comme ça que je conçois la lecture, et je ne conçois pas depuis plusieurs années comment est-ce qu'on peut la voir dans une logique purement quantitativiste, qui est un petit peu ridicule, parce que c'est comme dire à quelqu'un, c'est comme dire à un cinéphile, ah oui, mais moi je lis, enfin je sais pas, moi je regarde 300 livres par an, et toi t'en regardes que 200. Enfin, ça n'a aucun sens. Enfin, je veux dire, moi, ce qui m'importe, c'est peut-être que même si t'en as vu un, mais que ce un, tu l'as compris 1000 fois plus que moi, t'en as tiré 1000 fois plus de plaisir, alors vaut mieux en regarder un. Et c'est pour ça que la dimension quantitativiste, je ne la mets en perspective que de la qualité de mes lectures. Et parfois même, en fait, je vais avoir tendance à dire, typiquement, Le Monde comme volonté et représentation de Schopenhauer, c'est un livre où je m'étais fixé des objectifs de lecture et où même après 3 semaines, bah, en fait, je vous le dis, je peux pas, selon ma propre définition, selon ce que je viens de vous expliquer avec Marianne Wolf, je peux pas considérer que je l'ai lu, tout simplement parce que je sens que mon objectif de lecture n'est pas atteint, que je n'ai pas réussi, que je n'ai pas vraiment compris, réussi à simplifier, à mettre en connexion. Mon objectif, c'était de le mettre en parallèle avec la lecture de Kant. Bref, je n'ai pas réussi ça, et donc même si j'y ai passé 3 semaines, j'ai aucun problème à vous dire que j'ai pas réussi à le lire. Je voulais simplement poser ces bases-là, tout simplement parce qu'elles en disent long sur un petit peu ce que je fais dans mes cours du tremplin, quand je vous accompagne pour lire beaucoup plus dans votre vie, mémoriser d'autant plus votre lecture, prendre des notes intelligentes et construire votre seconde vie intellectuelle. C'est une des bases que j'apprends dans ces cours-là, dans ces programmes, et qui se voit certainement, à mon avis, à travers mes vidéos, en tout cas je l'espère. Et je voulais vous le partager parce que je trouve que ça peut être un syndrome un petit peu dangereux de notre société, et surtout de tout le pan de développement intellectuel dont par la force des choses je commence un petit peu à faire partie à ma petite échelle sur le YouTube français. J'espère que ça peut en... Enfin, un de mes abonnés, j'espère qu'il passe là, et j'avais discuté avec lui en commentaire, qui, évidemment, j'oubliais le mot, mais qui désacralise ou qui un petit peu décomplexe, c'est ça, le terme qu'il avait mentionné et qui m'avait marqué. Donc si tu passes là, merci, qui décomplexe la notion de lecture, ce qu'est l'apprentissage, ce que c'est le plaisir de lire, de s'immerger, de comprendre, de mémoriser, et de comprendre que parfois, simplement en changeant le cadre conceptuel, vous allez changer la manière dont vous allez lire, et décupler, à mon avis, enfin comme j'essaye de vous le prouver, décupler le plaisir, l'immersion, la connaissance et le nombre de livres in fine que vous allez pouvoir lire. Parce que ce qui nous intéresse, c'est d'abord et avant tout la qualité de votre lecture, beaucoup plus que votre rapidité en soi, qui n'est un synonyme de rien, qui ne veut rien dire en tant que tel. J'espère que ça aura été assez clair. Je vous passe le bonjour. Je vous recommande, si ça vous intéresse, la lecture de Marianne Wolf, autant ce livre-là, Proust and the Squid, que d'autres. J'en ai tellement que j'ai dû lire pour mes recherches, pour cette chaîne, pour mes formations, etc. Et je vous recommanderais infiniment de lire des livres qui parlent de lecture, notamment l'autre de Mortimer Adler, How to Read a Book, qui est un grand classique qui se lit qu'en anglais malheureusement, mais qui est une base absolument fondamentale. Allez lire ça. Voilà. Passez une belle semaine et à très vite.